Comme une trop forte lumière blanche blesse les yeux fatigués d'un malade, la vie consciente le blessait et il était aveuglé de son éclat. C'était une souffrance, une intolérable souffrance. Jamais auparavant, Martin n'avait voyagé en première classe. Sur mer, il s'était toujours tenu sur le gaillard d'avant, à la timonerie, ou dans les sombres profondeurs des soutes à charbon. En ces temps-là, quand il grimpait hors du gouffre étouffant par l'échelle de fer et qu'il apercevait les passagers, de blanc vêtus, flânant ou s'amusant, sous les tentes qui les protégeaient du soleil et du vent, servis par des stewards impeccables qui prévenaient leurs moindres besoins, il lui semblait, pour le moins, apercevoir un coin du paradis. Aujourd'hui, il était le grand personnage du bord que le capitaine faisait asseoir à sa droite. Il était le point de mire de tous, et, du gaillard d'avant à la chaufferie, il errait vainement à la recherche du paradis perdu. Il essaya de se secouer, de trouver un sujet d'intérêt. Il s'aventura dans le mess des sous-officiers. Il n'y resta pas longtemps. Il discuta avec un quartier-maître, homme intelligent, qui l'entreprit aussitôt sur la propagande socialiste et lui bourra les poches de fascicules et de pamphlets. En écoutant cet homme exposer la morale des esclaves, il la compara languissamment à sa propre philosophie nietzschéenne. Mais que valait tout ça après tout? Il se rappela l'une des plus folles affirmations de Nietzsche, celle de la non-existence de la vérité. Qui sait? Peut-être Nietzsche avait-il raison? Peut-être la vérité n'est-elle qu'un mirage? Puis la fatigue de penser le reprit, et il fut heureux de retrouver sa chaise longue et de dormir. Bientôt, de nouvelles préoccupations l'obsédèrent. Qu'arriverait-il une fois que le paquebot serait arrivé à Tahiti? Il faudrait descendre à terre, commander sa pacotille, trouver un bateau en partance pour les îles Marquises, accomplir 1000 et 1000 choses dont l'idée seule le terrifiait. Chaque fois qu'il se forçait à réfléchir, le danger de sa situation lui apparaissait. En vérité, il avançait dans la vallée de l'ombre. Il y avançait à grands pas, sans crainte. C'était ça le danger. La peur l'aurait fait se raccrocher à la vie. Mais comme il n'avait pas peur, il s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Les choses qui l'enchantaient jadis, toutes les choses familières tant aimées, le laissaient indifférent. La mariposa, à présent, voguait à travers les alizés du nord-est, mais le souffle enivrant de ce vent l'exaspéra, et il fit changer sa chaise longue de place pour échapper aux embrassements de ce vigoureux compagnon des anciens jours de peine, des nuits si douces. Le jour où la mariposa passa l'équateur, Martin était plus malheureux que jamais. Il ne pouvait plus dormir. Étant saturé de sommeil, il lui fallait maintenant rester éveillé et supporter l'aveuglante lumière de la vie. Il allait et venait, inquiet, sans trouver le repos. Les averses torrentielles ne parvenaient pas à rafraîchir l'atmosphère humide, accablante. Il souffrait de vivre. Il se promena sur le deck jusqu'à ce qu'il soit complètement éreinté, s'assit, puis se remit à marcher, à bout de nerfs. Enfin, il se força à achever la lecture de son magazine, puis alla choisir à la bibliothèque du bord plusieurs volumes de poésie. Mais il ne put s'y intéresser, et il se remit à marcher, désespérément. Après le dîner, il resta longtemps sur le pont, inutilement, car une fois dans sa cabine, il ne put dormir. Ce sursis de vivre que lui avait jusqu'ici procuré le sommeil lui était refusé. C'en était trop cette fois. Il alluma l'électricité et s'efforça de lire du Swinburne. Étendu sur son lit, il le feuilleta, et s'aperçut tout à coup qu'il s'intéressait à ce qu'il lisait. Il finit le poème, essaya de continuer, revint au précédent. Puis, il posa le livre ouvert sur sa poitrine et réfléchit. C'était ça, oui, c'était bien ça. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Ça expliquait tout. Il l'avait cherché si longtemps, et aujourd'hui Swinburne lui montrait la voie du repos. Il avait tant besoin de repos. Il lança un coup d'œil vers le hublot. Oui, il était assez large. Pour la première fois depuis de longues semaines, il fut heureux. Il avait enfin trouvé le remède à ses maux. Il reprit le livre, relut la strophe à haute voix, lentement. From too much hope of living, from hope and fear set free, we thank with brief thanksgiving, whatever gods may be, that no life lives forever, that dead men rise up never, that even the weariest river winds somewhere safe to see. De trop de foi dans la vie, de trop d'espoir et de trop de crainte, nous rendons grâce en une brève prière au Dieu qui nous en délivre. Et grâce leur soit rendue, que nulle vie ne soit éternelle, que nulle mort ne renaisse jamais, que même la plus lasse rivière
trouve un jour son repos dans la mer. Ses regards se dirigèrent encore vers le hublot ouvert. Swinburne lui avait donné la clé. La vie était sans intérêt, ou plutôt elle l'était devenue. Elle était devenue intolérable. Que nulle mort ne renaisse jamais. Ce vers l'émut d'une profonde reconnaissance. C'était une des seules choses salutaires de la création. Lorsque la vie devenait par trop douloureuse ou trop fatigante, la mort était prête à bercer toutes les douleurs, toutes les fatigues dans l'éternel sommeil. Qu'attendrait-il ? Il était temps de partir. Il se leva, passa la tête par le hublot, regarda la mer laiteuse. La mariposa étant fortement chargée, en s'accrochant par les mains, il toucherait l'eau avec ses pieds. Il pourrait s'y glisser sans bruit. Personne n'entendrait. Un paquet d'écume lui mouilla le visage et humecta ses lèvres d'un goût exquis. Il se demanda s'il fallait écrire un chant du cygne, puis cette idée le fit rire. Il n'avait pas le temps. Il était trop impatient de partir. Il éteignit la lumière et descendit par le hublot, les pieds devant. Mais comme ses épaules ne pouvaient pas passer, il remonta, puis recommença la même manœuvre, cette fois en n'engageant qu'un bras à la fois. Un mouvement du paquebot l'aida et il se trouva en dehors, suspendu par les mains. Quand ses pieds eurent touché l'eau, il se laissa tomber. La mer était semblable à une mousse blanche. Il glissa le long du flanc de la mariposa qui ressemblait à un mur sombre percé ici et là par quelques hublots allumés. Sûrement, elle allait arriver en avance. Presque sans s'en apercevoir, il se retrouva à l'arrière et il nagea doucement dans l'écume pétillante. Une bonite, attirée par son corps blanc, vint le mordre et ça le fit rire. Elle avait enlevé le morceau. La petite douleur qu'il en ressentit lui rappela la raison de son geste. L'action la lui avait fait oublier. Les lumières de la mariposa s'évanouissaient dans le lointain et il nageait aussi tranquillement que s'il avait eu l'intention d'aborder au rivage le plus proche, à 1 millier de lieues environ. L'instinct de conservation agissait encore. Il cessa de nager, et dès qu'il sentit le flot recouvrir ses lèvres, ses mains battirent fortement l'eau pour remonter à la surface. Le désir de vivre, se dit-il en se manquant de lui-même. Eh bien, il avait de la volonté, assez de volonté pour en finir et, d'un dernier effort, cesser d'exister. Il changea sa position, se mit debout. Il regarda les étoiles sereines et expulsa tout l'air de sa poitrine. Une vigoureuse poussée de ses mains et de ses pieds, il sortit son buste hors de l'eau pour prendre son élan. Puis il se laissa aller et s'enfonça, sans un geste, dans les flots, comme une statue blanche. Il avala l'eau de toutes ses forces, comme un anesthésique. Comme il étouffait inconsciemment, ses bras et ses jambes battirent l'eau avec violence et il remonta à la surface sous la claire lumière des étoiles. Le désir de vivre, se dit-il avec mépris, en tâchant vainement d'empêcher ses poumons en feu d'aspirer l'air. Il fallait essayer d'une autre manière. Il respira à fond, de façon à pouvoir descendre très profondément. Puis il plongea la tête la première, en nageant de toutes ses forces et de toute sa volonté. Les yeux ouverts, il voyait les bonites rapides zébrer l'eau de flèches phosphorescentes. Il espéra qu'elles ne l'attaqueraient pas, car la tension de sa volonté aurait pu se relâcher. Mais elles ne s'occupèrent pas de lui, et il remercia la vie de cette dernière faveur. Il nagea encore toujours plus profondément. Ses bras et ses jambes, rompus de fatigue, ne remuaient plus que faiblement. La pression de l'eau était douloureuse à ses tympans et sa tête bourdonnait. Son endurance était à bout, mais il se força à descendre plus bas encore. Bientôt sa volonté l'abandonna. Au milieu d'un grand bouillonnement, ses poumons se vidèrent complètement de l'air qu'il conservait encore. Tels de minuscules ballonnets, de petites bulles glissèrent en rebondissant sur ses joues et devant ses yeux dans une ascension éperdue vers la surface. Puis vinrent la souffrance et l'étouffement. Ce n'était pas la mort encore, se dit-il, au bord de l'inconscience. La mort ne faisait pas souffrir. C'était la vie, cette atroce sensation d'étouffement. C'était le dernier coup que devait lui porter la vie. Ses mains et ses pieds, dans un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l'eau, faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter. Il était trop bas, trop loin. Il flottait languissamment, bercé par un flot de visions très douces. Des couleurs, une radieuse lumière l'enveloppait, le baignait, le pénétrait. Qu'était-ce ? On aurait dit un phare. Mais non, c'était dans son cerveau, cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait de plus en plus resplendissante. Il y eut un long grondement, et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et, tout au fond, il sombra dans la nuit.
Ça, il le sut encore. Il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir.